sommes ravis d'accueillir Nicolas Leven dans nos murs cet après-midi pour ce temps d'échange et de discussion avec lui autour de son travail. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà lu ses romans. Je vais vous le resituer en quelques mots, une courte présentation. Donc, il enseigne l'anglais dans un lycée parisien, il pratique les arts martiaux, il est amateur de bon vin et de whisky, on discutera de la marque un petit peu plus tard. Il a déjà écrit une épopée lyrique en alexandrin. Une épopée lyrique en alexandrin. Celle-là, nous ne l'avons pas. Et depuis quelques années, il nous régale avec les aventures de Merlich et de son équipe, dont nous allons parler un petit peu plus en détail cet après-midi. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Nicolas, comment tu as l'écriture? Alors je suis venu à l'écriture gamin en fait. J'ai commencé à écrire surtout parce que j'étais incapable de dessiner. C'est tragique, hein, c'était un peu par défaut. J'avais des copains qui dessinaient merveilleusement. Voilà. Et puis comme tout le monde, j'avais des choses à évacuer, des choses à dire. Alors à me dire d'abord, pour que je comprenne certaines choses. Et puis je me suis mis à écrire comme ça. Des poèmes, des nouvelles. Alors j'ai gardé tout ça. Et puis ça s'est mis en forme petit à petit. Ça a pris une forme plus conséquente avec mes amours adolescents. Voilà, j'avais plein de questions, je me posais plein de questions. C'est là que je me suis mis vraiment à écrire. Et je crois qu'on l'a tous fait. On l'a exprimé d'une manière ou d'une autre. Et puis à un moment, je me suis un peu lassé de parler de moi. Alors je me suis mis à raconter des histoires d'autres personnes, surtout des gens qui n'existaient pas. Ça m'a amené donc à écrire d'abord des nouvelles, des poèmes, des nouvelles, des chansons aussi. Et puis le texte dont tu parlais il y a quelques instants, un premier long texte à l'heure où sortait le Seigneur des Anneaux, le film. Moi, j'étais amateur d'Heroic Fantasy, donc je me suis dit mais je vais écrire évidemment le premier grand texte en français, la première épopée d'Heroic Fantasy en française. Je suis parti donc avec voilà, c'était ça le niveau attendu. Donc j'ai écrit cette épopée d'Heroic Fantasy en alexandrin. J'ai mis 3 ans pour l'écrire et je crois que donc c'était 2006 pour la publication. Et je crois que 12 ans après, je peux m'enorgueillir d'en avoir vendu autour de 50-52. Donc je crois qu'on peut appeler ça le plus gros bid éditorial des 20 dernières années. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture de textes un petit peu plus longs. Alors j'ai trouvé un éditeur fou qui a pris le texte, il m'a dit c'est génial, on va le publier. Et il a fait faillite dans l'année. Donc là je me suis aperçu en plus que je pouvais porter la poisse en écrivant. Donc pourquoi arrêter en si bon chemin? Et puis après je me suis penché vers le polar, une autre forme, un autre genre pour dire d'autres choses. Et puis toujours avec l'envie de m'amuser en écrivant, avec un petit peu plus de succès, je dois pas me le dire. Mais voilà, toujours le même plaisir d'écriture. Et alors, qu'est-ce qui t'a dirigé précisément vers le polar? C'était par goût personnel ou parce que c'était alors, j'ai lu du polar assez tôt, hein, comme tout le monde. J'avais lu Agatha Christie gamin, Bois de Narcejac. Donc c'était un genre que j'appréciais gamin, que j'ai vite laissé tomber parce que j'ai pensé que ça se résumait au houdonite, à savoir à la recherche de l'assassin. Je pensais que le défi c'était juste de découvrir l'assassin avant la fin du texte. Donc ça m'a vite lassé et j'ai abandonné le genre que j'ai redécouvert avec une vraie fascination au moment de l'émergence du néopolar, le pulp en particulier, c'est-à-dire au moment où j'ai découvert que le polar, plutôt que de s'intéresser à la vie secrète du majordome,
pouvait en fait prendre à bras le corps des questions sociales, des questions d'actualité. J'ai découvert ça avec Pouy, Jonquet, Manchette, et j'ai pris une sacrée baffe parce que j'avais entre-temps lu pas mal de Blanche et de classique, vraiment délaissé le polar, et tout à coup je découvrais qu'il y avait ce genre avait une profondeur, prenait à bras le corps des vraies questions qu'on se poserait sur la vie en société, sur les dysfonctionnements, sur ce qui peut faire qu'un individu bascule ou une société bascule. Et ça m'a particulièrement interpellé, alors, pas au point d'en écrire d'abord, mais au point d'en dévorer. Donc j'ai vraiment redécouvert dans les années 90 ce genre, découvert un peu les Américains aussi qui m'intéressaient moins, même si dans le noir ils sont très forts. Le thriller est moins macabre, hein, le tueur en série, l'histoire à rebondissement, c'était moins mon centre d'intérêt. Et puis à un moment, en fait, je peux même dire à quel moment c'est venu, je courais dans le bois de Vincennes, je fais du sport, je cours, voilà. Et je courais dans le bois de Vincennes et j'ai découvert que des gens y vivaient à la nuit, dans des tentes, voilà, un peu naïvement, innocemment. Je me suis dit, mais c'est quand même assez fou que depuis les années, je cours là depuis des années, je vois ces tentes et ces gens qui vivent là, et comment se fait-il que ce ne soit pas provisoire, qu'ils soient là depuis que je cours depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça a été une première interrogation. Et c'est une première interrogation qui a déclenché l'envie déjà de savoir, et puis après de faire savoir. Et ça a été le premier écrit, ça a été L'heure des fous, une histoire sur ces SDF parisiens qui sont repoussés des villes alentours, autour du bois de Vincennes. Donc je parle de Joinville, Saint-Maur, Saint-Mandé, des villes assez bourgeoises qui ne veulent pas de SDF sur le trottoir et qui les municipalités les ont repoussés petit à petit vers Paris. Paris a vu arriver ces mendiants sur ces trottoirs et la même réaction les a virés manu militari. Et donc ce sont des populations qui se sont retrouvées acculées au bois de Vincennes, qui s'y sont installées. Bien évidemment, les municipalités alentours ont commencé à grogner en disant « Attendez, nous, nos riverains, vont se promener en famille dans ce bois-là, bois de Vincennes ». La municipalité de Paris a répondu « Le bois nous appartient. Ils sont chez nous, ils ne sont pas chez vous. » Fin du débat. Et donc, le problème était résolu. On leur avait trouvé un endroit où vivre, le bois de Vincennes, et ils y sont encore, et ça fait 30 ans. Donc c'était une première. Voilà comment je suis venu à écrire mon premier texte. Je me dis si je suis trop long, si je suis pipelette. Dans ton écriture, cette trame sociologique assez contemporaine, mais on sent aussi un véritable amour des mots et de la langue. Il y a beaucoup de jeu verbal entre les différents protagonistes. Quel rapport tu entretiens en fait à cette langue et à ce plaisir de lire? Je crois que ça a été rapidement, ça a été essentiel. Je parlais de mon incapacité à dessiner tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de mon incapacité à faire de la musique, qu'on pourrait souligner aussi. Donc à un moment, il faut souligner ses forces et oublier ses faiblesses un peu. Donc je me suis concentré sur la langue et effectivement ça a été avec une vraie jubilation. D'abord la langue des autres. J'ai découvert des gens qui la manipulaient, alors que ce soit dans les classiques, mais aussi j'ai découvert assez tôt des gens truculents, je me souviens souvent des proches que j'ai lus assez tôt et avec un vrai plaisir. Il y avait une possibilité, une autre dimension à ouvrir avec la langue. Alors j'ai par la suite fait des études de langue, on y revient. Je faisais des études d'anglais et de lettres en même temps. Au moment de choisir, à l'époque c'était un deuil, quelques décennies,
J'hésitais entre faire une licence de lettres ou d'anglais. J'ai choisi, j'ai eu la chance de pouvoir passer un concours de traducteur où j'ai été pris. Et pirouette cacahuète, ça m'a permis en fait de travailler sur les deux langues, de garder l'anglais et le français, de travailler sur le passage de l'un à l'autre. Et c'était complètement enrichissant et les deux langues se nourrissaient. Voilà, donc je suis devenu prof d'anglais par la suite, hein. Mais j'ai gardé ce contact assez longtemps avec la langue française. Alors oui, pour m'en amuser, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça permet de... Bon, j'ai un naturel taquin aussi qui vient s'ajouter à cela. Donc oui, il y a des joutes verbales entre personnages qui sont assez percutantes parce que c'est ça qui m'amuse. Alors, le côté pathétique de la chose, c'est qu'on m'entend hurler devant mon ordinateur, hurler de rire. Voilà, ma femme passe la tête, me regarde, me bidonner, repart navré. Je suis mon meilleur public, c'est pathétique. Mais en tout cas, oui, l'envie de rire avec cette langue. Voilà, et je voulais que ça transparaisse dans les bouquins. Et je crois que le personnage de Merlich, le personnage principal, est porteur de cette gouaille déjà, et aussi de l'histoire d'une langue, puisqu'il joue sur plein de registres de langue, maîtrise un argot qui est aujourd'hui complètement désuet et perdu, au point que ses collègues ne comprennent pas ce qu'il raconte. Il cite des auteurs dont personne n'a entendu parler. Voilà, c'est un personnage qui est vraiment un personnage linguistique, et voilà, ça m'a permis de replacer une Marotte dans ces polars. On va revenir justement sur les personnages, sur Merlich et son équipe. Merlich, on est vraiment dans un film à l'ancienne. Ça a vraiment été un postulat de départ de créer ce personnage qui est un peu l'antithèse de ce qu'on imagine aujourd'hui en matière de cyberflic, qui est quand même technophobe au dernier degré. Comment tu vas travailler? Alors complètement, c'est exactement ça. Hein. Je regardais encore la télé à l'époque, donc je voyais des experts capables dans leur labo incroyable de résoudre toutes les enquêtes en appuyant sur 3 touches. C'est fantastique ce qu'on arrive à faire, d'autant qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, bodybuildé, bronzé, dans un labo en sous-sol, c'est pas toujours facile. Je saluais en plus la prouesse, mais je me suis dit effectivement, moi c'est pas comme ça que je vois mon enquêteur. Et justement, je trouvais intéressant de prendre un petit mec moche, voilà, maigrelet, dégarni, fumeur au dernier degré, donc il en a la peau jaune et verte. Ses collègues le surnomment Kermit. J'avais Paul Prébois en tête, très clairement au moment de la création. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de Paul Prébois même. Mais voilà, je le voyais comme ça, donc on était loin du belâtre bodybuildé bronzé. Et en même temps, je trouvais qu'il était que ce personnage incarnait pleinement le flic des années 50, ce flic un peu pourru avec son vieil impair. Alors il agrège un petit peu des caractéristiques de Colombo pour son impair, pour son hygiène certainement douteuse, pour... je sais pas, j'ai toujours soupçonné Colombo de ne jamais se coucher, enfin, il y a quelque chose quand même de... voilà, et le côté vieux jeu de Maigret aussi, ce type un peu bourrel, les 5 dernières minutes, si vous voyez, mais voilà, donc des archétypes en quelque sorte du flic des années 50-60, l'après-guerre en tout cas, et qui balancé aujourd'hui dans le cyberespace, pète des câbles, hein, ne veut pas approcher d'un ordinateur, demande à chacun de faire pour lui ce travail-là. Dans le premier, il fait carrément un malaise parce que son stagiaire veut regarder sur Street View l'endroit où le crime s'est passé. Il s'enflamme, c'est un ordinateur qui va te donner la réponse. C'est un personnage voilà, qui est complètement, en fait, qu'on connaît tous très bien. Je parle de Bourrel, de Maigret, etc. On voit bien ces vieux trucs à l'ancienne. Balancés en 2018, le contraste est trop violent. Voilà. Et donc Merlich est, je crois, apprécié pour ça.
parce qu'il est complètement en décalage avec son époque. On le connaît, c'est un flic à la papa, mais il est tellement en décalage qu'il en devient drôle et presque touchant en fait. Un rôle mondial avec sa sonnerie de téléphone, parce que c'est quand même un des grands attraits aussi maintenant, à chaque fois qu'on commence une enquête, c'est de savoir à quelle sauce va être mangé son téléphone. Oui, tout à fait. Alors, même au départ, ça allait plus loin que ça, puisque les machines interviennent dans l'histoire. Il y a notamment dans L'heure des fous ce passage où donc, ce flic fumeur qui enchaîne les gitanes toute la journée, qui rend visite à son copain qui est à l'hôpital, qui a un cancer du poumon, en phase, collègue en phase terminale. Voilà, donc c'est lourd. Lui va voir et au moment où il va voir, bien évidemment, c'est pour déboucher la bonne bouteille de pinard, qu'autre type pour ne pas le nommer, et fumer la gitane avec son copain qui n'attend que ces moments-là. Ce sont des moments qui devraient être des moments de pathos et qui deviennent des moments très burlesques, en fait, de franche camaraderie entre eux. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Et l'intervention des machines. Et oui, et donc par exemple Merlicht prend l'ascenseur pour aller voir son copain, et l'ascenseur lui dit bonjour, vous êtes au rez-de-chaussée, donc il appuie sur le bouton. 3e étage, service oncologie, et donc il part, et lorsqu'il ressort, il reprend l'ascenseur, rez-de-chaussée, accueil, et il quitte l'ascenseur, et l'ascenseur lui dit à bientôt. Et en fait, il y a pas mal de machines qui interviennent, et donc le téléphone qui fait sa litanie. Alors dans le premier, c'est les tontons flingueurs qui interviennent toute berzingue dans le roman et qui souvent commentent en fait la scène. Donc c'était assez marrant. Et c'est vrai que cette application, la sonnerie qui en fait ne déclenche pas une musique, mais une citation commune, et ben ça a bien plu au lecteur. Et donc j'ai décidé de garder ce running gag et d'en faire un gimmick, donc un truc qui revenait régulièrement et à chaque fois. Alors dans le 2, c'est quand même moins fun, c'est Brel qui chante qui lui dit j'attends la mort, parce que à chaque fois qu'il ça plombe un peu l'ambiance, hein, inévitablement. Dans le 3e, ce sont des humoristes qui interviennent. Et toujours, l'idée c'était que non seulement la machine vient interrompre les vivants, les humains, mais en plus se permet de commenter la scène comme un spectateur extérieur à ce qui se passe. Donc voilà, et effectivement c'est resté. Alors il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais cette application, on peut la trouver où parce que j'aimerais bien mettre ça sur mon téléphone. Alors j'ai cherché, alors j'ai trouvé une appli assez proche, mais qui ne faisait donc que les tontons flingueurs, et c'était juste une inscription sur l'écran. Donc chaque matin, il y avait une inscription des tontons flingueurs, donc on était loin quand même de la sonnerie de téléphone. C'est un créneau à prendre sur la création. Alors figure-toi que donc j'ai contacté un copain, un informaticien, et je lui ai dit mais attends, c'est super, on va faire ça, on va faire une application, on va gagner des milliards, c'est sûr. Et alors on n'a pas gagné des milliards, mais en fait on a commencé à faire cette application, et il s'agissait simplement donc de remplacer la sonnerie du téléphone par cette petite application qui envoyait aléatoirement un fichier son issu d'un film. Et on est tombé sur le droit d'auteur. Et donc on a reculé parce que tout est protégé. Voilà, donc l'application n'existe toujours pas. Si vous avez des fonds pour acheter des droits d'auteur, des droits flingueurs, eh bien on pourra se retrouver. Oui, j'ai cru pourquoi pas. Dans le reste de l'amour numérique, on a aussi Dos Santos. Le binaire de l'amour, donc là c'est la première approche qu'on en a. C'est le flic, là pour le coup, là on n'est pas loin de Robocop quelque part dans son fonctionnement, très très basique, il connaît son complexité sur le bout des doigts. Et très curieusement, ce type qui au départ pourrait être totalement antipathique, tu arrives à rendre sympathique. Alors c'est un énorme échec en fait ce personnage, parce que c'était censé être le con de la bande. Hein, vraiment, je le détestais déjà à la création. Il avait du potentiel. Et il avait du potentiel pour être le vrai bon con bas de front national, j'aime bien le faire.
engagé à l'extrême droite dans sa jeunesse, puis plus ou moins repenti, et en ne jurant que par le code pénal pour gérer son quotidien, en fait. Que ce soit son quotidien de flic dans ses enquêtes, donc il a un article à opposer à chacune des situations de ses enquêtes, mais plus drôle, il a un article aussi à poser comme commentaire à chaque étape de sa vie. Donc oui, binaire complètement, bodybuildé, bas de front, très répressif dans son approche, dans son idée de la police. Je trouvais que la confrontation était intéressante avec ce personnage, le premier personnage, Merlicht, et il est apparu en fait quelque part je lui trouvais des côtés touchants à ce flic perdu dans son code pénal et incapable de gérer sa vie autrement que comme ça. Et bon an, mal an, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais en tout cas, je l'ai trouvé sympa et j'ai envisagé pour lui une rédemption. Voilà, un pardon. Alors qu'il n'est pas venu, hein, on est au 5e, pardonne pas facilement. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de gens à la parution du premier qui sont venus me voir en disant j'adore le personnage de Dos Santos, c'était le pire qu'on pouvait dire, parce que c'était censé être un personnage qu'on allait détester. Alors je me suis rattrapé après, j'en ai fait d'autres qu'on a détestés. Lagnac dans Le Jour des Morts est détestable et foncièrement détesté. Cuvier dans le Sans pitié ni remords et aussi, voilà, là je les ai pas ratés, ils sont détestables et voilà, personne ne s'y fait. Dans la bande, c'est le quota féminin. Oui, peut-être, mais justement, je me disais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à ça, à être le quota féminin. Et finalement, la tour est le personnage charnière des enquêtes, puisque dans toutes les enquêtes, c'est elle qui sauve la mise à son équipe et qui souvent amène à la solution, surtout parce que ce quota féminin, comme tu dis, n'est pas dans la testostérone, contrairement aux deux autres. On a un hystérique qui piaille dès qu'il approche d'un ordi, on a un forcené du code pénal qui de toute manière veut embastiller tout le monde, interroger si possible à la tenaille tous les suspects, et finalement on finira bien par trouver un coupable. Et puis cette nana qui vient et qui leur dit mais attendez, on va se détendre, on va réfléchir, on va essayer de trouver une solution. Un son de cloche complètement raisonnable dans ce groupe un peu hystérique est apporté par ce personnage. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Sophie Latour prend garde, à l'équipe, et elle est vraiment très attentive à l'équipe. Alors je pense qu'on ne voit pas assez souvent en filigrane, mais en fait elle propose toujours des sorties. Lorsqu'ils ont des soucis, même personnels, elle leur propose, elle se fait rembarrer à chaque fois. Et si tu veux aider les gens, passe le concours d'infirmière, mais là on n'est pas là pour ça. Elle veut aider les victimes. Et quelle idée, on n'est pas là pour ça. Dos Santos veut arrêter les coupables. Les victimes, on arrive trop tard. Les victimes. Okay. Alors arrêtons les coupables. Voilà. Et elle a ce pendant beaucoup plus raisonné et raisonnable. Et c'est grâce à elle que souvent l'équipe avance au moment où les deux autres se sont jetés la tête la première dans des évidences. Donc voilà, pour le quota féminin, il est salvateur. Enfin, il y a une dernière figure dans cette équipe, un personnage récurrent, mais tournant, le stagiaire. Oui. Alors, le stagiaire souffre beaucoup dans tes livres. Oui, ça sert à ça un stagiaire. Il y a un stagiaire ici? Il fait quoi un stagiaire? J'ai pas de stagiaire? Non, t'as pas de stagiaire. Mais c'est bien dommage. Qui vous apporte les cafés? Pour le film même. Non, mais non. Une fois, le stagiaire, ça reste. Non, le stagiaire, c'est un personnage. Le stagiaire, c'est devenu aujourd'hui un personnage quasi mythique. Le stagiaire, donc c'est celui qui est souvent incompétent, incapable et qui fait des bourdes. Voilà, on peut lui mettre tout sur le dos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être, c'est sur Facebook notamment, il y avait toute une période où on avait des captures d'écran de BFM,
de Le stagiaire de télé. BFM. Voilà, et on avait des bourdes mais incroyables du type Londres, entre parenthèses, Suisse. Voilà, donc c'était des trucs comme ça. Et les gens capturaient ces images, les mettaient en ligne et disaient le stagiaire de BFM en tant que... Et le stagiaire est devenu un personnage récurrent voilà, du troisième millénaire. Une sorte de clown sur lequel on aime bien taper. Voilà, c'est le Niafro. Et donc, ben voilà, j'aime bien ce personnage de Niafro. Ça permet à Méricht en plus de passer ses nerfs sur lui, de les torturer. Ces jeunes blindés de diplômes qui débarquent de l'école, qui connaissent rien et qui sont pleins de certitudes. Lui qui a commencé en bac, qui a passé qui a passé les concours en interne, qui en a vu, hein, c'est un vieux de la vieille, et bien il veut leur faire payer cette arrivée un petit peu trop facile, sous prétexte qu'on aurait une licence de droit, voilà, et qu'on aurait passé un concours. Bref, il s'acharne un petit peu sur eux, bien volontiers, et donc c'est un personnage qui revient régulièrement, ce personnage de stagiaire. D'ailleurs, j'en avais mis un dans Sans pitié ni remords, qui subissait aussi. Voilà. Et en fait, c'est un personnage qui était c'était le vrai stagiaire de BFM que j'avais mis en scène, et qui apparaissait dans 2 chapitres, et qui était envoyé à un moment où on n'avait pas assez de journalistes. Il fallait envoyer quelqu'un sur la scène du crime pour faire un reportage, et la scène était totalement burlesque. Mais on l'a estimé en trop. Un peu en marge de l'enquête, et donc on l'a supprimé. Voilà. Mais effectivement, le personnage du stagiaire, voilà, c'était un moyen de l'immortaliser. Et ben non, on n'en parle plus, hein, c'est dommage. C'est un personnage captivant des 10 premières années du millénaire qu'on a zappé aujourd'hui, c'est dommage. Bon, je crois qu'ils souffrent encore en entreprise, hein, les stagiaires. Hein, mais je crois que c'est devenu une image d'Épinal, le stagiaire est là pour souffrir. Voilà. Donc je suis content d'avoir des stagiaires à torturer régulièrement. Voilà, virtuellement. On va sur le dernier, sur le cauchemar de tout. D'ailleurs, je trouve que la stagiaire Franchère, voilà, je crois que c'est le donc là, tu nous replonges en fait dans une histoire assez proche de nous. Alors moi, je t'avoue que cette plongée dans le conflit nord-irlandais a fait remonter plein d'images d'enfance, d'actualité et une espèce de musique qui était quasi quotidienne, effectivement, à la fin des années 70 et dans les années 80. C'était pas quelque chose qui occupait beaucoup l'actualité. Et je me demandais en fait comment tu avais retravaillé tout ça. Je crois que tu avais pris un jour. Et comment tu t'es redocumenté pour relever de la crédibilité à l'ensemble de l'enquête aussi entre ce qui s'est passé en Irlande, la France, le Paris en tout cas post-attentat en 2016. Comment tu as réussi en fait à retravailler tout ça pour que tout le monde puisse finalement s'emboîter? Oui, une copieuse question. J'ai 3 heures, super. Alors, pour la première partie, effectivement, les images qui remontent de loin, on a tous, pas les moins de 20 ans peut-être, quoique, mais on a tous des images au moins des années 80-90 de cette Irlande du Nord et des émeutes qui ont lieu, des images de guerre civile, hein, parce que c'est, contrairement à ce que disent les Britanniques, c'est bien une guerre civile. On a tous ces images, hein, je pense à Bobby Sands en 81, l'attentat de Brighton de 84, on a aussi dans la foulée des images un peu plus heureuses du processus de paix, hein, qui a traîné sur 94, 98, mais ça revenait dans l'actualité. Il y a une vraie affection des Français pour l'Irlande, une vraie sympathie pour les catholiques d'Irlande du Nord, je crois. Historiquement, la France a été la grande sœur catholique, hein, qui a été appelée au secours quand les catholiques étaient envahis par l'Angleterre.
le sort des catholiques d'Irlande du Nord a toujours resté une préoccupation, je crois, en France pendant longtemps. Alors, sans qu'on ait forcément un engagement politique, une volonté de défendre la cause nord-irlandaise ou républicaine, je devrais dire, mais en tout cas, il y a en France une vraie affection qui s'est concrétisée, je crois, à la fin des années 80 avec ce renouveau celtique de la musique, avec l'apparition des Pogues, notamment sur la scène internationale, et puis l'émergence de groupes tels que U2 quand même, gros groupe irlandais, et puis finalement l'arrivée de la musique irlandaise plus traditionnelle, festival, je pense au festival interceltique. Alors je ne sais pas quand il a commencé, mais en tout cas il s'est envolé à cette époque-là aussi. Il y avait un vrai attachement à l'idée de celtisme, je ne sais pas si le mot existe, en tout cas c'est cette culture celte qui était une culture de lutte et qui encore à quelques 500 km de Paris était malmenée par l'ennemi héréditaire, l'anglais. Je dramatise le truc. Mais en tout cas, c'était ça. Je crois qu'on avait cette réminiscence de cela. Pour répondre à la deuxième partie de la question, pourquoi, alors moi, irlandophile, pratiquant de très tôt, happé par la musique, moi j'écoutais du métal, gamin, voilà, à 10-12 ans, c'était super, j'écoute toujours assez petit. Mais en tout cas, j'ai découvert, au moment où j'écoutais de la musique, ado, il y avait la New Wave, voilà, donc j'avais un petit peu accroché, plus ou moins. Je préférais les hurlements des métalleux que le couinement des claviers, mais j'ai entendu ce son improbable, fait de violon, de boran, qui est le tambour traditionnel, et Uilleann Pipes, qui est la cornemuse irlandaise. Qu'est-ce que c'est que ce truc, et vraiment je suis tombé dedans comme ça, vraiment une claque. Donc j'ai laissé de côté les guitares hurlantes et je me suis intéressé à cette musique-là. Au point de me dire, mais comment c'est en live, comment ça se passe là-bas. Et je suis parti en Irlande juste après mon bac pour voir un petit peu comment ça se passait. Effectivement, j'ai découvert un pays incroyable, une musique incroyable, une culture incroyable et une histoire tragique. L'histoire de ce pays divisé depuis 1921. Une histoire incroyable, 500 ans de lutte pour obtenir une république. Et puis ça a aussi un petit peu motivé mes études d'anglais par la suite. J'ai gardé j'ai développé une vraie affection pour ce pays. Prof d'anglais, certes, mais c'est l'Irlande qui m'a captivé toutes ces années. Et donc, voilà, je ne vais pas vous faire la méthode trop longtemps, mais vraiment, c'était une découverte, et puis j'étais vraiment touché par cette culture. Et donc, j'y suis retourné plusieurs fois, et puis je me suis installé un temps en République. J'ai eu l'occasion d'aller pas mal de fois dans le Nord, d'assister à des meetings aussi. J'ai rencontré Gerry Adams, je l'ai vu sur scène. On ne s'est pas tapé sur l'épaule, mais en tout cas, voilà, un vrai investissement dans cette cause, et voilà, je suis devenu irlandophile à ce moment-là. Donc c'est une histoire qui a duré un petit peu, puisque le roman est sorti l'année dernière, donc il a fallu du temps pour que cette histoire sorte aussi, prenne cette forme, mais en tout cas, voilà, je portais ça depuis un petit moment. Et pour répondre à la troisième partie de la question, pourquoi l'Irlande aujourd'hui, tout à coup, je vais reprendre la conversation que j'avais eue avec la maison d'édition. Donc c'est toujours un petit peu pareil quand ça commence. On dit, bon, alors tu écris en ce moment, on peut lire dès que c'est fini. C'est les phrases un peu code, on prend contact. Et bon, alors tu écris sur quoi? Alors je raconte, je suis en train d'écrire l'histoire d'un jeune homme qui, sous la houlette d'un religieux, se radicalise et se met à poser des mots. Silence au téléphone, évidemment. On sortait des attentats, si on en est sorti. Et donc j'ai terminé, je suis en Irlande du Nord en 1966. Voilà, soulagement, très bien, c'est ça. Il va écrire sur l'Irlande, mais c'est voilà, le propos était clair. Je voulais parler du terrorisme qui nous frappait. Je
suis pas spécialiste du terrorisme islamiste, loin de là. En revanche, la question irlandaise, je la connaissais bien pour l'avoir travaillée en profondeur. Et c'était l'occasion, puisque on parlait de terrorisme et d'attentats, de parler de cela en plein état d'urgence. Et c'est comme ça que De Cauchemar et de Feu est sorti de notre cauchemar et qui nous touchait aussi. Un roman comme celui-là, tu as un temps de documentation, puis un temps d'écriture, est-ce que tu associes les deux, comment ça se passe? Alors, moi, j'étais déjà pas mal au courant, en fait. J'étais pas mal au courant. Je disais, la cause m'avait touché, donc j'avais creusé. Je fais des études d'anglais, j'ai eu l'occasion de m'inscrire aussi à des cours sur l'histoire de l'Irlande. Donc je connaissais assez bien le sujet, mais effectivement, j'avais besoin de compléments. En revanche, des petites choses dont je n'avais aucune idée. Je pense notamment au lien qu'entretenait l'Église catholique avec l'occupant britannique. Le rôle de l'Église catholique en Irlande du Nord m'intéressait particulièrement. Et là, je manquais de documentation. Et puis, j'ai cherché, et j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, alors ça m'a ennuyé. Alors, je me suis tourné vers les acteurs de l'époque. Et j'ai notamment eu l'occasion d'en parler avec Sam Millard, que j'avais rencontré un an plus tôt à Saint-Maur-en-Poche, à un autre salon. Alors, Sam Millard, je ne sais pas si vous voyez vous, c'est un auteur nord-irlandais qui, à 16 ans, a été arrêté et incarcéré dans les H-blocks, qui étaient les prisons politiques que les Britanniques ont mises en place au moment, dès le milieu des années 60, pour endiguer le terrorisme nationaliste républicain qui commençait à bouillir au moment où les catholiques avaient peu de droits et subissaient une vraie discrimination de la part des protestants qui étaient majoritaires dans le pays. Et depuis la partition de 21, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc lui à 16 ans a été arrêté, s'est retrouvé donc en cabane, il n'était pas du tout militant au moment de l'arrestation, mais les Britanniques avaient pris l'habitude d'arrêter tous les mâles de plus de 12 ans pour les interroger dans leur prison. Donc les gens disparaissaient, tout simplement, ils étaient arrêtés, soit arrêtés dans la rue, comme il était fait plus tard au Chili ou en Roumanie, par exemple. Mais aussi, c'était des rafles à l'échelle de ville, ils descendaient comme ça, des escadrons de parachutistes qui arrivaient dans une ville et qui arrêtaient tous les hommes, les mettaient dans les camions, et les types disparaissaient. Les familles n'avaient aucune nouvelle, et on ne savait pas ce qu'ils devenaient. On le sait aujourd'hui, hein, beaucoup d'entre eux étaient embastillés dans des prisons aux quatre coins de Ulster, et étaient torturés pour beaucoup, puisqu'on cherchait les traîtres, on cherchait le terroriste qui était caché parmi eux, dans une population civile, hein, c'est pas une armée en uniforme, hein, c'était des terroristes en civil. Donc il fallait trouver les coupables, voilà. Et donc tous les moyens étaient bons. La Grande-Bretagne, l'Angleterre a testé les outils qui sont devenus le lot commun de tous les bourreaux dans le monde aujourd'hui. La plupart des choses, notamment tout ce qui est torture blanche, torture sensorielle, privation sensorielle, la musique à outrance, privation de sommeil. Et bien, tout ça, ça a été inventé en Irlande du Nord par les Britanniques qui ont expérimenté sur les catholiques. Fin de la parenthèse. Et donc, j'en ai parlé avec Sam Millard, et il avait pas mal de choses à me dire à ce propos. Donc, il a remercié à la fin du bouquin, et ça m'a permis, et ça répond à la question, d'étoffer la documentation. Il y avait un côté, donc je connaissais pas mal. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées en ligne et dans des bouquins, évidemment. Et puis, pour
pour la fin, ce qui me manquait, c'est auprès d'acteurs, et notamment Samina, je remercie de nouveau, que j'ai pu trouver des réponses. Voilà. Je crois que la question était longue, mais je crois que j'ai répondu à toutes ces facettes. Est-ce que tu trouves en fait des thèmes d'écriture très très balisés ou c'est souvent Non, non, il n'y a pas d'inspiration. L'écriture, c'est du travail. Alors l'inspiration, elle est là avant, si je dirais. C'est un moment où une idée surgit, et puis on voit d'autres thèmes qui semblent coller, s'y agréger. Les bonnes idées restent, comme disait, j'en parlais avec Laurent Guillaume, qui est un autre auteur polar, je sais peut-être, il me disait, mais en fait, oui, il y a plein d'idées qui tournent, et puis à un moment, les bonnes restent, les mauvaises disparaissent. C'est un petit peu ça, et c'est peut-être ça ce moment d'inspiration. Et puis vient le temps de la documentation, parce qu'il faut cimenter en fait le projet ensuite. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'on n'est pas juste dans le délire? Si on veut parler de l'Irlande du Nord, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on raconte? Donc vient le temps de la documentation, et il faut être carré. Et j'allais dire pro, en tout cas, s'assurer de la véracité des propos qu'on va tenir dans le bouquin. Donc il y a tout un temps de documentation qui va venir renforcer l'idée initiale, qui va garantir que le projet est viable. Et puis le temps d'écriture. Après, moi rapidement, les scènes me viennent, je vois comment ça commence, je vois comment ça s'enchaîne, et puis après, tout est fait au fur et à mesure. Il y a des auteurs qui écrivent un plan très détaillé dont ils ne démordent pas, qui ne lâchent jamais tout au long de l'écriture. Je pense notamment à Jean-Hugues Aubel qui fait ça, disait ça. Moi j'écris tout au départ, et une fois que j'ai tout mon plan, je ne le quitte pas. Je crois qu'Olivier Norek travaille aussi un peu comme ça. Il a un plan par chapitre comme ça, et il tient sa ligne jusqu'au bout. Stephen King fait l'inverse. Voilà, on lui dit, mais bon, alors quand vous écrivez, vous connaissez la fin. Il dit, mais à quoi ça sert d'écrire si je connais la fin? Il dit, non, je veux être surpris, il faut que la fin elle surgisse. À un moment, je vais dire, ah mais bon sang, mais c'est ça la fin. Il a déjà écrit 300 pages. Ah mais bon sang, c'est par là que... Bon, c'est une autre affaire. Moi, j'évolue entre les deux. Souvent, j'ai ma scène de fin, je sais comment ça se termine. Et donc, toujours, j'ai ma scène de fin. Je sais comment ça se termine, je sais comment ça commence, je sais ce qui va se passer, et je ne sais pas comment je vais à ma scène de fin. En revanche, donc ça va venir. À un moment, je sais, je vais par là, donc je me dirige. Et surtout, on n'écrit pas un bouquin de la première ligne à la dernière ligne. On retravaille un bouquin, ça se construit non pas horizontalement. Enfin, je dis ça de mon expérience. Hein. On est tous des artisans de l'écriture. Il n'y a pas je ne crois pas qu'il y ait de recette magique. Ou alors il faut la donner. Mais on n'écrit pas voilà, de gauche à droite, on écrit verticalement. C'est-à-dire qu'on commence à écrire un premier chapitre, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis à un moment on se dit, ah oui, mais là, dans le cinquième, il pourrait se passer ça, mais il faudrait que j'en parle avant. Alors on réécrit le deuxième, ou on ajoute. Voilà, et on s'étoffe. En fait, le chapitre 2 grandit. C'est ça que j'ai cette écriture verticale. À un moment, on a ce qui est écrit au départ, la trame initiale s'épaissit. Et on revient en arrière, on réécrit. Moi je fais beaucoup ça. Donc, alors c'est pas forcément des changements, hein, mais en tout cas de l'étoffement. Dire mais oui, ça c'est un élément important, mais il ne peut pas arriver là, il faut qu'il arrive avant. Donc on redistribue. Voilà, on réajuste. Voilà. Et puis moi j'ai un plan comme ça qui progresse vers ma scène de fin. J'ai des codes couleurs aussi, où je gère le rythme. C'est-à-dire que je fais attention à ne pas mettre des chapitres de narration, 3 chapitres de narration à la suite, parce que c'est insupportable. On a juste envie de se pendre au milieu du dossier. Ce qui est dommage de perdre des lecteurs comme ça. Donc à s'assurer que par exemple on fait de la narration, puis après on a un dialogue de manière à redynamiser, distribuer les scènes d'action aussi, les répartir dans des scènes qui sont peut-être plus des scènes de réflexion. Je joue aussi sur le côté très noir et le côté drôle. Il y a des passages qui sont très drôles, je pense. Il y a des passages qui sont assez durs et noirs. Il faut pouvoir... c'est pas la peine de mettre 3 scènes drôles à la suite. C'est entre les deux.
Voilà. En revanche, alterner, pas forcément mathématiquement ou systématiquement, mais mettre une scène drôle, mettre une scène très noire derrière, c'est faucher le lecteur dans son rythme. Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien être le trouble fait, le moment où on rigole bien et le moment où mais même à l'intérieur d'un chapitre, le moment où s'amuser, bien rire, et puis retomber après dans quelque chose de plus noir et dans le même. J'adore faire ça. C'est quelque chose qui me plaît. Et ça rejoint aussi peut-être ce jeu avec les mots. C'est le moment où on a ce retournement. Mais ça peut être un retournement à l'échelle d'un mot. Et ça, c'est idéal. C'est quand vraiment on arrive finalement à. C'est le mot qui est porteur du sens. C'est le mot qui est détonateur à l'intérieur du chapitre. Là, on a réussi quelque chose de pas mal quand on arrive à ça. Pas toujours. Mais si on peut tendre à ça. Donc une alternance dans les rythmes, dans les émotions. Moi j'aime bien penser à ce compteur émotionnel chez le lecteur. Ces moments où il est dans l'hilarité, les moments où il est dans la tristesse, il est dans la colère, il est dans la surprise. Ces moments où on est malmené, l'aiguille du compteur se balade dans tous sens et on vit. Voilà. On subit tout ça avec je crois, c'est peut-être une définition du plaisir de lecture, ce chamboulement, ce bousculement, ce moment où on est alpagué par le texte et où on se fait secouer. Voilà, on tend à faire ça, voilà, avec plus ou moins de succès. C'est comme ça qu'on travaille. Merci. De Cauchemar et de Feu, c'est le petit dernier qui reparaît en livre de poche. Tout à fait. Et la suite. Ben, la suite est. Qu'est-ce qui nous attend le prochain, ce sera un Merlicht. Merlicht, je le lâche régulièrement. Dès que j'ai terminé un Merlicht, je l'envoie à la campagne. Je lui dis écoute, ça suffit. On va faire un tour, on va passer un temps. Voilà, on a besoin tous les deux de se séparer un moment pour se retrouver. Donc j'ai travaillé sur d'autres choses, d'écriture, de nouvelles, choses comme ça. J'ai travaillé sur un script de film à un moment aussi. Donc c'est très bien, c'est très sympa, ça permet de travailler sur d'autres choses, de s'aérer la tête. Et souvent, Merlicht revient, avec une idée, avec une enquête. Il frappe à la porte, il dit je crois que j'ai un truc là. Et on en discute. Et puis souvent l'idée me plaît bien. Donc prend forme. Alors ça prend pas mal de mois. Là je suis en train de terminer par exemple, je vais rendre en juillet là, donc, le prochain Merlicht. Mais celui d'après, l'idée fait déjà son chemin. Même si je l'écrirai plus tard, parce que je vais écrire d'autres choses entre temps. Voilà. Les idées sont là, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est le temps. Le temps qu'on accorde au projet. Le moment où on se dit, allez, là j'ai envie d'écrire ça, je vais faire ça. Voilà, donc c'est vraiment la difficulté. Trouver le temps à accorder à un projet. Alors là, on est sur des bouquins, je mets un an à écrire. Donc 600, le dernier fait 750 000 signes. Je parle, mais là en poche, il fait 650 pages. Donc ce sont des bouquins qui sont quand même copieux. Voilà, donc ça met un petit peu de temps, mais ça n'empêche pas d'autres idées d'arriver. Donc j'ai envie d'écrire d'autres choses aussi. Voilà, c'est timide. Ouais. Avec quand même pas mal de succès, est-ce que c'est quelque chose Le succès beaucoup, pas spécialement. Le maître, une écriture remarquable. Il a fait un début fulgurance, ça voudrait dire rapide, mais foudroyant, j'aurais dit, dans le polar, remarqué. Moi, je trouve ça excellent. Je crois que je les ai tous lus, de ce qu'il a fait dans le polar. Vraiment très bien construit. Et puis surtout une vraie écriture. On tape souvent sur le polar en disant que c'est mal écrit. Voilà. Et bien, le maître a une vraie écriture, une vraie plume, un vrai style. C'est une délectation au détour d'une phrase de pouvoir se poser et de se dire attends, ça, je vais relire juste pour le goût. Voilà. Et donc le maître
Oui, tout à fait. Entre autres, parce qu'il y a une vraie école du polar français depuis 10-15 ans. Alors il y a eu toute l'école du néopolar dont je parlais avant, mais il y a plein de nouveaux auteurs aussi dans la veine de le mettre. Oui, est-ce que la question portait sur l'écriture de la blanche à terme, l'écriture de la blanche à terme? Pourquoi pas? Au départ, moi j'ai commencé par l'héroïque fantasy, je veux dire en tant que texte conséquent, un peu long, donc l'héroïque fantasy en alexandrin, aujourd'hui du polar, mais je m'amuse bien dans le polar, mais pourquoi pas écrire de la blanche? Oui, pourquoi pas, tant que ça m'amuse et que voilà, le principe de base c'est que ça m'amuse. Après, idéalement, c'est que ça plaise aussi aux lecteurs. En général, on écrit aussi pour avoir un lectorat, donc on essaie d'être à l'écoute, je dirais même en symbiose avec un lecteur qui est là, qui est virtuel au moment de l'écriture. Moi, j'ai une équipe de bêta-lecteurs. Ma maison d'édition ne voit qu'après une sorte de validation de lecteurs proches, dont ma femme. Non, c'est pas bien. Non, il faut retravailler. Ça, je sais. Mais voilà, de lecteurs un petit peu exigeants qui peuvent me dire les choses. C'est comme ça aussi qu'ils sont sélectionnés. S'ils me disent les choses, bon, ça va pas, ça c'est bien, ça il faut enlever. Voilà. Mais il faut l'entendre, faut l'accepter. Je crois qu'on progresse que comme ça. On peut se murer dans sa forteresse et puis se dire non, mais mon bouquin il est super tel que je l'ai fait. Au premier jet, il est béton. Et tous ceux qui ne l'aiment pas sont des cons. Voilà, on pourrait avoir cette approche-là. Je pense que les gens en général repartent avec leur manuscrit qui finit dans un tiroir. Donc non, l'écriture, c'est encore une fois de l'artisanat. On retravaille, et jusqu'au moment où ça sort, effectivement, on est content du travail. Voilà. On pourrait, moi il y a des textes que j'aimerais bien reprendre ici. On ne s'arrêterait jamais en fait, de reprendre un texte en se disant je pense que je peux l'améliorer, c'est sans fin en fait. À un moment il faut le laisser partir, avec ses défauts, ses imperfections, et puis voilà, donc tant que le plaisir de construire des histoires et d'en raconter est là, blanche, noire, rouge, pas de problème. Alors quelque chose qui n'a rien à voir, tu es assez actif sur les réseaux sociaux. Oui. Quel rapport tu entretiens en fait avec ce mode de communication, ses défauts, ses quelle place ça prend en fait? Alors au départ, moi j'avais un compte, je suis principalement sur Facebook, je suis de cette génération, peut-être âgée maintenant en fait, mais on me parle d'Instagram et de Twitter, non, je m'en approche pas, et surtout aussi parce que je passe un peu trop de temps sur Facebook. C'est un médium exceptionnel et dont je pense qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui quand on veut faire connaître son travail. Donc c'est par Facebook que j'ai été contacté, que j'ai contacté des gens, que ce soit des blogueurs, des lecteurs, des libraires. Il y a une communication réelle qui se fait, qui ne pourrait pas se faire par d'autres biais. Je pense, je ne vais pas appeler les gens, voilà, ça ne se fait pas. En revanche, par Facebook, la communication est très facile. On peut simplement poster des informations sur son actualité et sur son travail. On peut aussi donc contacter les gens. Donc c'est un outil, à mon avis, primordial de la communication. Bon, je déborde un petit peu dans cette utilisation, puisque moi je suis assez taquin, donc j'en profite pour envoyer des pics à quelques-uns de mes camarades, par exemple au polar. J'en profite aussi pour avoir montrer un engagement politique dont je ne me cache pas. Donc régulièrement, j'ai défendu la grève à la SNCF, j'ai épinglé Parcoursup parce que je pense que c'est une catastrophe. Bon, voilà, ça me permet aussi d'avoir des positionnements politiques. Alors voilà, je ne suis pas un extrémiste non plus, je ne le suis pas déjà, mais je n'ai pas de position de forcené, si je puis dire. En revanche, oui, l'abrogation de l'article de la Constitution irlandaise qui interdisait l'avortement, suite au référendum, cet article
a été abrogé, eh bien je m'en suis félicité, j'en ai été ravi sur les réseaux sociaux, ça a été l'occasion de le dire, avec, voilà, avec des réactions. En général, les gens sont des gens intelligents qui réagissent. Hein. J'ai pas de position extrême, mais bon, je suis amené parfois à réagir à des positions extrêmes sur ma page aussi. J'y vais bien volontiers, j'aime bien ce genre de joute. Puis on est dans du verbal, donc c'est un petit peu ma tasse de thé. Voilà, donc Facebook, ça m'a permis tout ça. En revanche, voilà, on ne verrait pas ma famille, on ne verrait pas mes sorties au pub, rarement. Ou alors, c'est vraiment, j'ai vu beaucoup de pain, peut-être que je mettrai une photo, mais voilà, il n'y a pas ma fille. Voilà, c'est vraiment professionnel. Alors, à propos du verbal, il y a un de mes petits camarades de polar avec lequel tu joues beaucoup. Oui. Un certain Olivier Noël. Mais c'est parce qu'il me cherche. Vous cherchez tous les deux. Et alors, moi je me suis demandé si on pouvait imaginer un jour qu'on aurait une espèce de crossover entre Berbiche et Ghost. Alors, on en a parlé pas mal de fois. Alors, crossover, inviter l'un, inviter l'autre. Ben, déjà, on s'est cité l'un l'autre dans nos. Il y a une rue Nicolas Lebel, je crois, dans son territoire. Voilà. Il y a Olivier Renec qui est retrouvé assassiné dans sa baignoire. Non, il s'est suicidé dans sa baignoire, pauvre Olivier Renec. Donc oui, on est taquin, on se fait des clins d'œil. Bon, on s'entend bien dans le polar. Hein, je crois que ça se sent. On parle de. Je parlais tout à l'heure de cette cuisine, polar, le fait de se retrouver un an à écrire tout seul son histoire, avec des moments de doute. On est seul à porter cette histoire en se disant mais est-ce que finalement ça va intéresser quelqu'un, ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train d'aller dans le mur? On se pose plein de questions, et puis plus on se rabâche notre histoire, si on se rabâche cette histoire pendant un an et demi, le temps de l'écriture, plus on doute, évidemment aussi en même temps, est-ce que c'est vraiment... Et on est seul à pouvoir juger. C'est quand même quelque chose qu'il faut porter, et c'est quelque chose dont on parle entre écrivains, auteurs de polar. Voilà, donc ça resserre les liens, et effectivement, voilà, en particulier avec Olivier, on s'est bien trouvé, on se marre bien, et on a envisagé l'écriture à deux mains, voilà. Bon, c'est envisagé pour l'instant, il faudrait qu'on ait chacun du temps pour, déjà qu'on ait terminé les projets en cours, et puis qu'on s'y penche. Bon, pourquoi pas, voilà, mais on n'a pas donné une suite plus sérieuse que ça à un projet en cours. Je vais vous laisser la parole aussi, parce que peut-être que vous avez des questions posées à Nicolas, donc je vous cède volontiers le micro si certains d'entre vous ont envie de creuser certaines choses qu'on a déjà évoquées, ou des choses dont on n'a pas parlé. Moi? Oui, vous avez des questions? Vous avez des questions sur le whisky, je crois? Oui, mais je veux qu'il me donne la main. Alors, dans les Écossais, je dirais le Bunnahabhain que j'ai découvert il y a peu. Alors, c'est pas facile à écrire, Bunnahabhain. Oui, c'est déjà en ligne. En décembre, parce que j'ai retrouvé le poste récemment, en décembre, j'ai eu plusieurs demandes pour qu'on me... Ce sont ces best-of, cette liste des 10 préférés qui tournent souvent sur Facebook. Alors, on m'avait demandé de nommer mes 10 films préférés. Dans la foulée, on m'avait demandé mes 10 polars préférés, puis mes 10 livres préférés, puis mes 10... Et je me suis dit, ben, vous avez raison, je vais vous donner mes 10 whisky préférés. Et donc j'avais donné une liste de 10 whisky, donc le truc est encore en ligne. Voilà. Excellent whisky, alors moi je suis plutôt Isla, voilà, c'est-à-dire côte ouest, les îles, plutôt tourbé, plutôt fumé, voilà, de très bonnes choses, dans la veine du Lagavulin, voilà, mais il y a des choses très très bien. Et, tiens, si je puis me permettre, le whisky de Michel Couvreur. C'est je crois, un Belge qui s'est installé en Bourgogne, qui fait un whisky remarquable en France. Très très bon. Alors je connais peu les whiskies français, mais en fait c'est neuf. Voilà pour les whiskies. Deuxième question, est-ce que tu as des auteurs chouchous de polar en ce moment? Auteur chouchou de polar, ben, le maître, j'ai vraiment tout lu, donc j'ai vraiment bien aimé. Bon, le Père Noël, j'ai effectivement tout lu. J'ai juste une petite... j'ai trouvé que son deuxième... Qui s'appelle comment?
Non, c'est son troisième, Sur tension, que j'avais trouvé, qui m'avait moins plu, mais le premier, le deuxième et son dernier, je les ai trouvés remarquables. J'adore en particulier, bon, évidemment, Entre deux mondes, qui est à mon avis une vraie pépite, puisque c'est le terme consacré à un vrai bon bouquin et qui va rester un bon bouquin longtemps. Je pense que c'est un bouquin qui va rester parce que s'attaquer à l'histoire des migrants aujourd'hui, en faire une enquête policière et entrer dans ce qui était dans l'imaginaire populaire, une zone quelque part par là-bas, mais dont on voulait rien entendre surtout. La jungle, faire un bouquin sur la jungle ça laisse une pièce d'archive. Voilà, et je pense que c'est un bouquin qui est important pour ça, et c'est pour ça qu'il va rester. J'ai aussi une faiblesse pour son territoire, son deuxième, sur les banlieues, voilà, sur les villes du 93, dont il dit qu'elles sont laissées à l'abandon. Et curieusement, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui avec un député, je crois, qui a un maire qui a démissionné là, pour le dénoncer. Donc voilà, ce sont encore une fois, c'est un travail qui se fait vraiment sur l'actualité et qui nous touche parce qu'il y a une réflexion sur ce qui se passe. Et je pense que voilà, Laurette fait un chouette travail pour cela, et c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail. Je vais citer Hervé Comer, j'aime bien ce qu'il écrit, j'aime son style et j'aime ses intrigues. C'est très ciselé, c'est très très propre. Alors je vais pas continuer le name dropping là, parce que tous ceux que je n'ai pas cités vont me mettre des gifles à la première occasion. Mais voilà. Voilà. Non, mais il y a vraiment d'excellents. Après, qu'est-ce qu'on cherche dans le polar et qu'est-ce qu'on aime, hein, le huis clos psychologique, le livre de tueur en série, le bouquin très très glauque, on va dépecer des gens dans la cave. Voilà, moi c'est pas ma cave. Voilà. Les trois que je viens de citer, là, c'est pas mon truc. Voilà, mais pourtant ça fait partie de cet éventail du polar. Donc voilà, il y a vraiment une matière à trouver son plaisir dans cet éventail. Donc tous ces lecteurs qui sont un petit peu qui se sont détournés du polar parce que c'était pas intéressant, je crois qu'ils devraient revenir à quelques grands noms du polar pour regarder un peu ce que c'est aujourd'hui. Je dirais à commencer par le maître peut-être. Voilà, je pense à Carrie Ferret aussi. Voilà, j'aime Vargas pour sa poésie, ses intrigues loufoques qui ne tiennent pas la route, mais le dernier, là, ni queue ni tête, mais c'est tellement bien écrit que c'est un plaisir. Voilà, pour lancer quelques noms, mais voilà, lisez du polar parce que le polar le mérite. Oui, oui, malgré son nom, son prénom, Fred. Tout à fait. Enfin, non, mais je pourrais citer bien sûr toutes les copines, voilà, de Claire Favant, Maud Maïras, Karine Gibel, Barbara Abel, qui je fais des déclarations sur Facebook. Voilà, bien sûr. Mais voilà, bien évidemment, il y a plein d'auteurs, sont des auteurs si le mot existe, et donc bien évidemment il faut les lire également. C'est une jolie conclusion. Nicolas t'en parle un petit peu avec nous, donc vous avez la possibilité de venir vous faire dédicacer ces romans. Nous avons la librairie Lacoste qui est là avec nous aujourd'hui, il y a une table aussi qui est à votre disposition. Je vous invite à prolonger un petit peu la rencontre. Et merci à toi, Babette, d'avoir géré tout cela avec talent. Merci beaucoup. Merci à vous.